Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. S'il est des sujets complexes en droit et plus particulièrement des sujets complexes à réviser pour le grand oral de l'examen d'entrée à l'école des avocats, c'est évidemment le sujet de la prostitution parce qu'il est compliqué en termes de normes, parce qu'il est compliqué en termes de philosophie et de paradoxe dans son encadrement et parce que son évolution est marquée par plusieurs décennies, voire plusieurs siècles de droit. C'est tout à fait ce qu'on va essayer d'éclaircir dans la présente vidéo. J'essaierai bien évidemment d'être le plus bref possible dans cette vidéo et pour ceux qui veulent plus de détails, je vous renvoie évidemment vers les manuels de cours ou vers mon fascicule de protection des libertés et droits fondamentaux écrit avec 4 barreaux. C'est évidemment de cet ouvrage-là que je vais m'inspirer dans la présente vidéo. Et puis, il faut le savoir, ce fascicule est fait en 3 tomes. Un tome de cours, un deuxième tome de cours. Le troisième tome comprend une part de cours, une part d'actualité donc de l'année qui vient de passer et qui est donc remis à jour chaque année. Et puis, 50 réponses à des questions subsidiaires qui peuvent potentiellement tomber le jour du grand oral. N'hésitez donc pas à aller consulter les différentes offres que je vais mettre en description de cette vidéo et à profiter d'ailleurs des différents jeux concours que j'organise sur mon compte Instagram et à profiter également du code de réduction que vous trouverez aussi en description de cette vidéo. Alors pourquoi le sujet de la prostitution est complexe? D'abord parce que, évidemment, il y a des évolutions qui ont marqué le temps et ce depuis plusieurs décennies, voire même plusieurs siècles. Mais ce qui va essentiellement faire la difficulté de ce sujet-là lors du grand oral, c'est que ça mêle une volonté d'abolir la prostitution avec en même temps un cadre juridique qui tend à protéger cette activité considérée aujourd'hui comme étant une activité économique. Et on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on en arrive à un tel paradoxe aujourd'hui. Alors d'abord, ce qu'il faut bien retenir, c'est que par principe, vous avez le droit d'organiser votre vie sexuelle comme vous l'entendez. Ça fait d'ailleurs partie de votre liberté sexuelle, de votre autonomie personnelle, de votre droit au respect à la vie privée. Se pose alors la question suivante. Le fait de monnayer ces rapports sexuels entre-t-il dans le cadre de la liberté sexuelle, de l'autonomie personnelle et du droit au respect à la vie privée? Pour bien développer la question, il faut d'abord qu'on se mette d'accord sur la définition même de la prostitution, puisque cette définition n'est pas si simple en réalité et a évolué au fil du temps. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que étymologiquement, le mot prostitution vient du latin prostituere, qui signifie exposer au regard d'autrui. Bon, maintenant qu'on en connaît la nature étymologique, encore faut-il savoir quelle est la définition actuelle de la prostitution, et ça n'est pas si simple. Ça n'est pas si simple parce que le sujet même de la prostitution a longtemps fait l'objet d'un tabou, au moins dans la jurisprudence. On ne parlait même pas de prostituée, on ne parlait même pas de prostitution. D'ailleurs, on peut constater cette réticence à parler de prostituée dans le fameux arrêt Dame Dole et Laurent qui date de 1919 et qui a été rendu par le Conseil d'État, où les juges administratifs parlaient de filles galantes, de filles publiques, mais ne parlaient pas de prostitution. La première définition que l'on peut citer de la prostitution date d'un décret du 5 novembre 1947. La prostitution était donc définie comme étant toute femme qui consent habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'individus moyennant rémunération. Et vous noterez donc qu'en 1947, la prostitution était considérée comme étant une activité exclusivement féminine. Cette définition a évolué évidemment avec son temps et aujourd'hui, même si aucun texte ne pose clairement une définition de la prostitution, puisque, par exemple, le code pénal ne la réprime pas et donc à ce titre, il ne la définit pas non plus, on peut aujourd'hui considérer que la prostitution serait définie de la même manière que l'avait fait le décret du 5 novembre 1947, en incluant cette fois les hommes et les femmes, et donc la prostitution serait l'activité par laquelle toute personne consent habituellement à des rapports sexuels avec un nombre indéterminé d'individus moyennant rémunération. Et donc, la prostitution implique une dimension commerciale de l'activité sexuelle inhérente au consentement sexuel. Maintenant qu'on a posé les bases, c'est-à-dire la définition de ce qu'est la prostitution, il faut étudier le régime juridique. Et ce régime juridique peut être étudié en 2 temps. D'abord, le principe qui est celui de l'autorisation de la prostitution, avant d'étudier les exceptions, ou en tout cas l'encadrement juridique strict, avec cette volonté abolitionniste de la prostitution.
et en même temps l'encadrement de toute intervention des tiers, puisque c'est justement l'intervention des tiers qui fait aujourd'hui l'objet de beaucoup d'interdictions, alors que l'activité même de la prostitution fait un petit peu l'objet d'une réticence législative, si je puis dire. Comme je le disais précédemment, aucune disposition, et particulièrement aucune disposition du Code pénal, ne prohibe la prostitution. En revanche, ce n'est pas parce que la prostitution n'est pas explicitement interdite par le Code pénal qu'elle n'est pas encadrée de manière générale par les dispositions législatives et réglementaires. Il y a longtemps eu une absence totale de législation autour de la question de la prostitution et en fait, il a fallu attendre le lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour qu'on puisse déduire de l'activité législative une véritable volonté abolitionniste de la prostitution. Cette volonté législative abolitionniste se traduit notamment par l'adoption d'une loi, la loi Marthe-Richard en 1946, qui abolit ce que l'on appelait alors les maisons de tolérance, comprenez par là les maisons closes. Parallèlement à cette abolition des maisons de tolérance, on relève l'adoption d'une deuxième loi en 1946, dont le décret d'application d'ailleurs est le décret que j'ai cité tout à l'heure, du 5 novembre 1947. Et cette loi donc de 1946 porte création d'un fichier social et sanitaire de la prostitution qui avait donc pour objet de recenser les informations concernant les femmes à l'encontre et l'existait des présomptions, des indications précises, graves et concordantes permettant de conclure qu'elles se livraient à la prostitution. Et en fait, l'objet avancé de cette loi était un objet d'ordre public, de santé publique, puisqu'il s'agissait alors de lutter contre la prophylaxie des maladies vénériennes. Vous relèverez que jusqu'alors, je n'ai toujours pas fait de lien entre la prostitution et la traite des êtres humains. C'est parce qu'en France, il a fallu attendre 1960 avant que ce lien soit fait par la ratification par la France de la Convention internationale des Nations Unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l'exploitation de la prostitution qui date de 1949 mais qui n'a été ratifiée en France qu'en 1960. Et c'est cette volonté de lutter contre la traite des êtres humains qui va marquer la suite du combat contre la prostitution, puisqu'il va être considéré que la prostitution est essentiellement le résultat d'une traite des êtres humains, ce qui justifie qu'il faille lutter contre la prostitution. Il n'en est pas moins qu'à ce jour, la prostitution n'a pas été abolie, qu'elle n'est pas interdite et que bien au contraire, il apparaît qu'au regard notamment de la jurisprudence européenne, il existe une protection de l'activité même de prostitution qui laisse penser qu'il est possible que cette prostitution ne soit jamais définitivement abolie, mais que finalement on arrive à un encadrement des plus stricts de cette activité, de manière à exclure, dans l'idéal, toute immersion de la lutte, de la traite des êtres humains dans l'activité de prostitution. Il n'en est pas moins qu'aujourd'hui la prostitution n'est absolument pas interdite, et bien au contraire, au regard de la jurisprudence européenne, il semble même que ce soit une activité qui soit protégée. On en comprend donc qu'il y a de très faibles chances que la prostitution soit un jour abolie. En revanche, l'encadrement de la prostitution doit constituer dans l'idéal une œuvre de manière à exclure totalement la traite des êtres humains de l'activité de prostitution pour que cette activité ne résulte alors que de l'autonomie personnelle des personnes qui s'y livrent. Je parlais d'une protection et notamment une protection de la part des institutions et juridictions européennes puisque dans un premier temps je vais citer la Cour de justice de l'Union européenne qui définit la prostitution comme étant une activité par laquelle le prestataire satisfait à titre onéreux une demande du bénéficiaire sans produire ou céder des biens matériels. Cette définition est floue certes, mais ce qu'il faut en retenir, c'est que la Cour de justice de l'Union européenne considère la prostitution comme étant une activité économique, plus encore comme étant une activité de prestation de services. Et c'est à ce titre qu'elle bénéficie alors de la protection de la Cour, notamment au titre de la protection des droits et des libertés économiques. Attention toutefois, il n'existe pas de droit à la prostitution, et la prostitution n'est ni une liberté ni un droit fondamental. C'est d'ailleurs par la voie de l'ancêtre de la Cour européenne des droits de l'homme, à savoir la Commission européenne des droits de l'homme, qu'il a été considéré que le droit d'entretenir des relations sexuelles en se prostituant n'est pas un droit garanti par la Convention, comprenez la Convention européenne des droits de l'homme. Ainsi, aujourd'hui, la Cour européenne des droits de l'homme ne considère pas que la prostitution est un droit fondamental reconnu par
La Convention, en revanche, elle considère que c'est une activité économique et elle l'a fait dans le fameux arrêt Tremblay contre France qu'elle a rendu en 2007. Maintenant que le principe est posé, à savoir que la prostitution n'est pas un droit fondamental, mais qu'elle est quand même protégée en ce qu'elle est une activité économique comme toutes les autres libertés économiques, il convient d'étudier le régime juridique de la restriction de cette activité de prostitution, et on se rend bien compte que finalement, les restrictions n'interviennent que rarement, très peu à l'égard des personnes qui se livrent à la prostitution, et qu'en fait l'objet même des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles est de restreindre finalement toute intervention, toute influence des tiers sur la personne qui exerce la prostitution, justement pour lutter contre la traite des êtres humains et pour lutter contre toutes les hypothèses où finalement la prostitution ne résulte pas du seul consentement de la personne qui s'y livre. Et c'est pour cela qu'au titre des restrictions, on va essentiellement constater celles qui viennent restreindre la clientèle, le racolage et le proxénétisme. Première catégorie de restrictions, celles qui sont afférentes à la clientèle. Et c'est là le premier paradoxe, puisque finalement, on a une jurisprudence qui vient considérer la prostitution comme étant une activité économique, ce qui, si on va jusqu'au bout du raisonnement, implique une forme d'entrepreneuriat qui permet alors le développement d'une clientèle. Et pourtant, cette clientèle est punie par la loi. En France, elle est punie par le code pénal, puisque la clientèle de la prostitution est punie d'abord d'une contravention de 5e classe, et puis en cas de récidive, la sanction est alors portée à 3 750 € d'amende. La sanction est encore plus lourde lorsque la personne a recours à l'activité de prostitution d'une personne mineure ou d'une personne particulièrement vulnérable. La peine est alors portée à 5 ans d'emprisonnement et à 75 000 € d'amende. Une question prioritaire de constitutionnalité a été posée, le but étant de démontrer l'inconstitutionnalité des dispositions que je viens d'énumérer, et le principal grief qui était formulé était que ces dispositions s'appliquaient même lorsque l'activité de prostitution était accomplie entre adultes consentants et dans un lieu totalement privé. Le 1er février 2019, le Conseil constitutionnel a répondu à cette question prioritaire de constitutionnalité en considérant que finalement il n'y avait eu atteinte à aucun droit et à aucune liberté garantie par la Constitution et qu'il appartenait évidemment aux législateurs d'apprécier l'opportunité de ces dispositions. Pour plus de détails, je vous renvoie soit vers mon fascicule, soit directement vers la QPC dont j'ai donné les références puisqu'elle date donc du 1er février 2019 et que c'est la QPC numéro 2018-761. La deuxième catégorie de restrictions concerne cette fois les prostituées elles-mêmes, puisque une personne qui se livre à la prostitution n'a pas le droit de se livrer à ce que l'on appelle le racolage. Le racolage, pour faire très simple, c'est le fait de démarcher finalement la clientèle sur la voie publique. Et ce racolage est donc puni par le code pénal de 2 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Enfin, troisième catégorie de restriction, c'est presque la plus évidente lorsqu'on parle de lutte contre la traite des êtres humains, c'est évidemment la lutte contre le proxénétisme. Le proxénétisme est défini à l'article 225-5 du Code pénal comme étant le fait par quiconque, de quelque manière que ce soit d'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui, soit de tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution, soit d'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue de le faire. Évidemment, le proxénétisme est donc puni par le même article et il est puni de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Évidemment, ces peines sont encore plus lourdes lorsqu'elles concernent des personnes mineures ou particulièrement vulnérables. Enfin, pour conclure, essayons de répondre à la question suivante. Est-il possible qu'un jour, on aboutisse à une abolition définitive et absolue de la prostitution? Pour conclure, essayons de répondre à la question suivante. Est-il possible qu'un jour la prostitution soit interdite soit abolie de manière définitive et absolue? D'abord, j'ai envie de répondre non, au regard des éléments développés avant, notamment par les juridictions européennes qui considèrent que cette prostitution peut résulter d'une activité économique, d'une liberté sexuelle, d'une autonomie personnelle, d'un droit au respect à la vie privée. Dès lors, lorsqu'il n'y a aucune influence extérieure et que la personne décide, en pleine possession de ses moyens et de son consentement, de se livrer à la prostitution, alors
il apparaît que toute restriction ou toute interdiction serait perçue comme étant une ingérence disproportionnée et donc contraire aux conventions internationales, à la Convention européenne des droits de l'homme notamment, et même contraire à la Constitution. En revanche, ce qu'il faut parvenir à abolir, c'est évidemment la traite des êtres humains. Et c'est dans ce cadre-là qu'il y a encore aujourd'hui une législation évolutive, puisque en 2016 notamment, le 7 avril 2016 plus particulièrement, a été adoptée une loi contre le système prostitutionnel. Cette loi du 7 avril 2016 part d'un principe, c'est qu'aujourd'hui, la prostitution est essentiellement dominée par l'exploitation sexuelle et par la traite des êtres humains, contre lesquels il est impératif de lutter aujourd'hui. C'est d'ordre public. Le but est alors de lutter contre les réseaux criminels nationaux et internationaux qui utilisent la contrainte pour forcer des jeunes hommes ou des jeunes femmes à se livrer à la prostitution afin que ce réseau en tire profit. Cette loi de 2016 utilise alors 4 leviers. Le premier, renforcer la lutte contre le proxénétisme. Le deuxième, améliorer la prise en charge des personnes victimes de la prostitution. Le troisième levier, c'est de favoriser un changement de regard sur la prostitution. Et le dernier et quatrième levier, c'est la responsabilisation des clients, ce qui passe notamment par la répression des clients. Vous l'aurez donc compris, la question de la prostitution est une question qui est compliquée. Elle est très complexe et pour essayer d'en saisir encore mieux les tenants et les aboutissants, je vous renvoie vers la discussion que j'ai eue avec les équipes d'action contre le proxénétisme qui accompagnent au quotidien des victimes de prostitution, des victimes de proxénétisme, des victimes de ces réseaux de traite des êtres humains. Dans cette vidéo, vous comprendrez bien mieux le sujet sur le plan humain et sur le plan de l'importance de la lutte contre ces réseaux criminels. Et puis, évidemment, vous l'aurez compris, pour ceux qui passent l'examen d'entrée à l'école des avocats, c'est une question qui est compliquée parce qu'elle mêle beaucoup de droits, beaucoup de libertés. Vous avez évidemment la question de la liberté sexuelle, la question de l'autonomie personnelle, la question du droit au respect à la vie privée, la question des libertés économiques, et puis en même temps, cette nécessité de lutter contre des réseaux criminels et de lutter contre des traitements finalement inhumains et dégradants opérés par ces réseaux criminels qui opèrent une traite des êtres humains et qui opèrent évidemment une exploitation sexuelle de jeunes hommes, de jeunes femmes, mineurs ou majeurs. J'espère que cette vidéo aura répondu à beaucoup de vos questions et vous aura aidé dans vos révisions ou dans votre appréhension de ce sujet qui est compliqué. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire si c'est le cas. N'hésitez pas évidemment à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon compte Instagram, ainsi qu'au compte Instagram évidemment des équipes d'action contre le proxénétisme.